Maintenant, aujourd'hui, si ta passion dans la cuisine, c'est de faire que des burgers, tu dois avoir des centaines de chaînes YouTube qui sont dédiées aux burgers. Donc, et là, cette même capacité sur la création d'outils, de services numériques, de logiciels, etc., où chacun devient, en étant tout seul, finalement, capable d'être très autonome, ça donne beaucoup plus de capacité à avoir des outils qui vont être aussi précis et spécifiques à l'avenir qu'on a des chaînes YouTube aujourd'hui qui sont extrêmement spécifiques par rapport à la télé qu'on avait avant. Aujourd'hui, je vous ai déniché encore une pépite. Je reçois sur ce plateau Greg Letellier. Donc, dans cette chaîne, on aborde souvent le vibe coding, mais là, j'ai pris un peu plus de recul et j'avais besoin de comprendre la vision d'une personne qui va à la rencontre des entreprises, à la rencontre des développeurs et qui vient nous parler de l'IA et de l'impact que ça peut avoir dans les métiers du digital en général. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et je vous dis à tout de suite. Bonjour Greg. Salut Rudy. Franchement, c'est trop cool de t'avoir sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Parce que je t'ai déjà vu, vraiment, je t'ai déjà vu passer dans pas mal de podcasts aussi. Ouais. T'es intervenant aussi, conférencier, et toi-même, t'es dans l'événementiel. Mais aujourd'hui, je voulais te recevoir pour une chose, c'était pour parler de l'IA et les convictions que beaucoup peuvent avoir, mais surtout toi. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment t'inviter sur cette chaîne et donc je suis ravi de te voir là. L'idée, c'est déjà de pouvoir te présenter pour certains qui ne te connaissent pas, qui tu es et où est-ce que tu opères et à quelles problématiques tu réponds, toi. Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Greg. J'ai fait du dev pendant un peu plus de 15 ans dans des startups à Paris et à New York, dont une grosse partie dans le monde du mobile. J'ai arrêté le dev il y a 7 ans maintenant, début 2019, pour monter un cabinet de recrutement de développeurs, puis une boîte de formation de développeurs toujours. Et on a monté une boîte d'événementiel avec 2 associés pour organiser des conférences toujours pour les développeurs. Et en parallèle de ça, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'anime des communautés de développeurs, principalement dans le monde du mobile historiquement. Et plus récemment, j'ai monté une communauté qui s'appelle Dev with AI et dont l'idée, c'est de parler, comme son nom l'indique, de l'IA dans le développement et de voir un petit peu, cette fois-ci, non pas spécifiquement sur une verticale technique comme le mobile ou autre, mais de voir de manière assez globale comment ces outils-là, comment cette technologie-là nous aide à transformer, transforme ou s'impose, on va dire, un petit peu dans notre métier et comment on s'y prépare, qu'est-ce qui marche pas, et discuter un petit peu de tous ces sujets-là. Trop bien, moi j'ai rejoint la communauté. Hein. et aujourd'hui, dans cette communauté, j'ai pas regardé, mais il y a combien de personnes qui ont déjà rejoint aujourd'hui ? On est 1200 développeurs aujourd'hui. Énorme. Sachant que la communauté a démarré il y a un peu plus de 6 mois, donc pour une communauté professionnelle, c'est très fort comme démarrage. Mais je pense que c'est tout simplement à la hauteur de l'enjeu, en fait, du sujet qui est quand même vraiment important, en particulier pour ce métier-là, pour le métier de développeur, et qui est, à mes yeux, la plus grosse transformation du métier depuis toujours, quasiment, en vrai, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un engouement qui est forcément assez compréhensible, on va dire. Et c'est marrant parce qu'il y a... En tout cas, voilà, moi, je t'identifie comme un évangéliste, justement, sur cette révolution qui est en cours, sur la manière dont l'IA est en train de disrupter notamment le métier des développeurs. Hein. Je ne sais pas encore sur quel métier ça risque de continuer à justement bousculer les choses. Mais aujourd'hui, je sais que tu as quelques phrases qui sont un peu chocs, qui réveillent un peu les développeurs. Est-ce que tu peux nous les partager aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la communauté des développeurs ? J'ai l'impression que tu disais qu'ils étaient un peu endormis sur le sujet. Ouais, il y a un petit souci qu'on croise assez fréquemment, qui est en fait une habitude, un trait de caractère assez courant chez pas mal de développeurs sur les arrivées de nouvelles technologies, en fait, tout simplement. C'est pas spécifique aux développeurs dans l'absolu, c'est tout à fait humain. C'est des problématiques de changement. On est tous réticents au changement. Quand on a des habitudes, c'est plus facile de les conserver que d'en changer. Et en fait, ce qui est particulier chez les devs, c'est que cette résistance au changement, elle est peut-être plus prononcée que dans d'autres métiers. Et ça, pour une raison toute simple, c'est que c'est un métier qui a jamais connu la crise jusqu'à assez récemment. C'est vrai. Il faut savoir, parce que déjà, beaucoup de devs ne sont pas forcément au courant que ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que l'industrie de la tech se porte
pas au mieux, on va dire. Ok. On a aujourd'hui moins de postes de développeurs sur le marché qu'au pire moment du Covid, donc c'est quand même des indicateurs qui ne sont pas forcément rassurants. Mais si on met de côté, si on met entre parenthèses cette période qui est finalement assez courte à l'échelle de ce métier-là, depuis des années avant ça, des décennies même, on a toujours été une population pénurique. Donc les entreprises s'arrachaient les développeurs. Et de ce fait, il y a quand même une tendance qui s'est un peu dessinée chez certains développeurs où, en gros, tu fais le métier de développeur parce que tu aimes ça t'éclate, etc. Mais s'il y a besoin de faire un petit peu un extra mile, de mettre un petit coup de pédale en plus, t'as pas vraiment de contrainte à le faire en fait. Parce que le marché, il est là pour toi, il t'accueille les bras ouverts. Donc tu tapes dans un arbre, t'as 15 boîtes qui te veulent, qui tombent juste à côté. C'est clair. Donc j'ai connu ces c'est ça. Enfin, beaucoup de devs ont connu ces périodes où tu te prenais des messages de recruteurs toutes les semaines. La boîte mail saturée. Exactement. Et de ce fait, en fait, ça incite pas forcément à sortir de sa zone de confort, à aller voir d'autres outils, d'autres technologies. Et donc, c'est vrai que quand il y a des nouveaux outils, des nouvelles techs qui arrivent, il y a une proportion de la frange des développeurs qui va généralement avoir une attitude un petit peu de bon, ok, flemme, quoi. Flemme. Voilà, c'est un peu ça. Et c'était le cas à titre d'exemple avec l'arrivée du no-code, par exemple, il y a une dizaine d'années, avec vraiment une levée de bouclier assez phénoménale des développeurs à ce moment-là. Sauf que là, l'équation elle est quand même assez différente avec l'intelligence artificielle. Et comme je mentionnais juste avant, il y a aussi le critère économique maintenant qui est plus le même. On n'est plus autant en odeur de sainteté qu'on l'a été par le passé. Le marché ne nous est plus aussi favorable qu'avant. Et donc du coup, ces deux éléments combinés, l'IA d'un côté et ce terreau économique qui n'est pas extrêmement fertile pour nous en ce moment, ça nous impose, ça nous prend un petit peu en tenaille comme ça et ça nous impose un petit peu de réfléchir un petit peu tout simplement à comment on exerce ce métier et comment on l'exerce avec ces nouveaux outils. Il y a quelque chose que tu viens de dire qui est hyper intéressant. Tu as parlé d'outils, de nouvelles technologies. Est-ce que vraiment l'IA qu'on utilise aujourd'hui, quand on produit du code, on est sur un véritable outil donc quand je dis outil, c'est-à-dire que c'est à nous de prendre cet outil en main et de l'utiliser pour arriver à nos fins. Oui, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, pour le coup, c'est cette espèce de compagnon, on va dire. Il y a quand même beaucoup de manières de l'appeler. Ne reste en soi finalement qu'un outil, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet, nous, de transcrire un besoin métier en une solution numérique, logicielle, qui permet de répondre à ce besoin de métier. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours fait historiquement avec des langages de programmation, les plus adaptés par rapport aux cas de figure qui étaient en jeu. Là, avec l'IA, c'est un nouvel outil qui permet de répondre à ces problématiques-là de manière plus rapide. Tout simplement, c'est déjà ça le gros du sujet, on va dire. Après, avec évidemment, quand on rentre dans le détail, beaucoup d'autres impacts et implications. Je te pose la question parce que c'est un peu comme ça que je réponds à l'appréhension de certaines personnes par rapport à cette techno, puisque moi aussi je la qualifie de techno. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui ont peur justement de ce changement sur... J'entends parler de remplacement, j'entends énormément de choses. J'ai déjà posé aussi la question à la plupart de mes invités, mais là, j'aurais voulu avoir toi, ton avis, qui a déjà... T'as consulté énormément de développeurs ces derniers mois, puisque tu as intervenu chez plusieurs grands comptes. Quel est ton avis sur le sujet, sur le remplacement, sur cette capacité d'adaptation des développeurs à ces nouvelles technologies? Le premier point, je dirais, c'est qu'effectivement, il y a une peur, clairement, et qui est justifiée dans l'absolu. Parce que, oui, tout à fait. Enfin, si on résume très grossièrement l'équation, ces outils-là nous rendent plus productifs. Ça veut dire tout simplement qu'il y a besoin de moins de développeurs pour faire autant de travail. Donc, il y a une vraie remise en question et remise en perspective par rapport, justement, à ces décennies de passées dans lesquelles on était indispensable et dans lesquelles les entreprises s'arrachaient les développeurs sur le marché. Donc il y a une peur qui découle de là et qui est légitime. La première réponse que j'aurais par rapport à ça, c'est que la peur évite pas le danger. Donc il y a forcément des choses qui se transforment et il faut s'y préparer en fait. C'est aussi simple que ça parce que je pense malgré tout, encore aujourd'hui, même si on est dans des phases de hype qui vont et qui viennent, qui est peut-être un petit peu
en descente en ce moment à l'époque à laquelle on est en novembre 2025, donc à l'époque à laquelle on enregistre, mais ça reste une transformation à mon sens qui est extrêmement profonde et qui est la plus grosse encore une fois que notre métier a jamais connue. Et donc il faut s'y préparer. Donc c'est pas en se mettant des œillères et en se cachant dans un coin que on va essayer ou espérer éviter la transformation et les risques indirects de cette transformation qui sont en train d'arriver. Donc pour moi, la meilleure attitude à adopter aujourd'hui, c'est de prendre le taureau par les cornes, regarder vraiment la situation en face et de s'y préparer, tout simplement. Récemment, il y a une personne qui écoutait ce podcast et qui me posait la question de savoir comment est-ce qu'elle pourrait se réorienter dans le développement. On a évoqué le sujet des juniors sur le dernier podcast avec Ralph et j'ai pas su répondre à cette personne. Pourquoi ? Parce que justement, je suis moi aussi dans ce flou où je sais pas si on est dans une hype, je sais pas si l'orienter vers une école en particulier peut répondre à ses attentes, et je ne sais même pas si finalement ces développeurs juniors auront des opportunités sur le marché comme nous, on a pu en avoir par le passé. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors c'est vrai que l'arrivée de l'intelligence artificielle remet un gros coup de projecteur sur la problématique des développeurs juniors, mais en soi, les développeurs juniors, c'est un problème depuis beaucoup plus longtemps que ça. Il y a un événement assez particulier qui date d'il y a une dizaine d'années maintenant, qui est l'arrivée des bootcamps en France. Donc c'est des programmes de formation ou de reformation, on va dire, accélérés au développement, qui proposent ou qui proposaient en 3 à 6 mois de devenir développeur sur telle ou telle techno. C'est quelque chose qui a émergé il y a une dizaine d'années parce qu'il y avait justement ce besoin de développeurs, parce qu'on manquait cruellement de développeurs, et donc du coup à se dire ok, le parcours classique, la formation initiale pour devenir développeur habituellement c'est 5 ans. T'as pas forcément le temps d'attendre les 5 ans, et puis aussi t'as pas forcément le besoin d'avoir un développeur qui a un niveau d'expérience ou d'expertise aussi élevé. Il y a aussi d'autres tâches à faire dans le métier de développeur qui ne demandent pas non plus d'être vraiment un cadre de cadre. Donc, cette typologie de formation accélérée est arrivée sur le marché il y a une dizaine d'années et en fait a été assez mal comprise par les entreprises parce que alors ça va aussi avec tout le courant de changer de boulot. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont avec ça. Mmh. Et en fait, les entreprises n'ont pas su s'adapter à ces nouveaux candidats parce que très difficile d'évaluer quelqu'un qui a bossé 15 ans en tant que garagiste, puis d'un seul coup qui s'est reconverti en tant que développeur. Et donc, tous ces nouveaux développeurs juniors, c'est déjà une situation qui est compliquée sur le marché du travail depuis un petit moment. Donc là, effectivement, l'IA rebouscule encore plus l'équation, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est déjà quelque chose qui est compliqué depuis un petit moment. Et aujourd'hui, c'est très, très difficile de dire ce qui est faisable, en fait, parce qu'il y a toujours eu un décalage entre ce qui se fait dans le monde de l'entreprise et ce que les écoles enseignent. Et ça, c'est normal, c'est logique. Les entreprises, elles, le choix des technologies, des outils qu'elles utilisent, c'est des choix qui sont drivés par le business, c'est des choix qui sont des enjeux très forts pour certaines entreprises et qui, du coup, vont prendre des paris de tester tel nouvel outil, tel nouveau langage, telle nouvelle technologie, très en amont. Alors, des fois, ils vont complètement se planter parce que la techno derrière ne va pas prendre, etc. D'autres fois, ça va leur donner un coup d'avance sur leurs concurrents et ça va leur permettre de se développer. Donc ça, c'est des choix qui sont faits par les entreprises, mais avec la vélocité de l'entreprise. Derrière, le monde de l'éducation ne peut pas s'adapter aussi vite. Quand il y a une nouvelle techno qui arrive, une nouvelle techno web, mobile, ce que tu veux, qui arrive sur le marché, le monde de l'éducation a besoin de temps pour voir quel est l'usage de cette techno-là et pour savoir comment, après, elle l'intègre dans son cursus et dans son programme pédagogique. Et avec l'IA, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que nous, à l'échelle de l'entreprise, on ne sait pas encore exactement comment se servir de ces outils. Il y a pléthore d'outils, il y a pléthore de méthodologies. Et donc, il n'y a pas encore de best practices qui se sont vraiment dessinées. On commence à voir évidemment des usages ou des outils qui se posent quand même comme des très gros et très sérieux challengers, on va dire, sur ce marché-là. Je pense à Cursor, par exemple, ou à des approches un peu de ce type-là. Mais ça ne suffit pas pour, à l'échelle d'une école qui doit créer un programme pédagogique de plusieurs années pour former des développeurs, se dire, OK, demain, c'est Cursor, on fait 5 ans d'études en Cursor, on démarre ça demain. Sauf que peut-être que dans 6 mois, Cursor ne sera plus là parce qu'on est encore dans une période qui est très instable, avec beaucoup de nouveaux
nouveaux outils qui arrivent. Et donc, voilà. Donc, du coup, le monde de l'éducation est dans une situation qui est très difficile aujourd'hui pour trouver comment s'adapter à ce nouveau marché, vu que ce nouveau marché, il est complètement instable, quoi. Il change à une vitesse très rapide, très, très, très rapide. Donc, j'ai malheureusement vraiment pas de réponse, et ça soulève plein d'autres problématiques derrière, parce que si on arrête, alors je grossis très évidemment, mais si on arrête de former des développeurs aujourd'hui ou demain, parce que, on ne sait pas vraiment sur quoi les former, donc former pendant 5 ans des gens sur du C, du PHP qui démarrent leurs études aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment du sens ? C'est difficile à dire. Évidemment que ça leur apprend des choses, évidemment que ça leur donne une culture technique et technologique, mais est-ce que concrètement c'est quelque chose qui sera attendu par le marché du travail dans 5 ans ? C'est impossible à dire. Impossible à dire. Et donc, du coup, si on grossit le trait et qu'on dit on arrête, en plus, comme la situation économique n'est pas forcément favorable, ça réduit énormément potentiellement les gens qui veulent se former au développement maintenant. Ça nous projette aussi dans un futur où on risque d'avoir une espèce de pyramide des âges où le bas est complètement atrophié et où, du coup, on est dans un futur lointain où il n'y aurait plus de développeurs finalement, puisqu'il n'y aurait plus de développeurs juniors, donc par la suite plus de développeurs confirmés, plus de développeurs seniors. Mais c'est une situation qui est extrêmement compliquée. J'ai malheureusement pas de piste sérieuse ou vraiment envisageable sur un avenir potentiel là-dessus. Ouais. Quoi. Non, mais c'est hyper important d'avoir ton avis ici, parce que je sais qu'en plus, toi, tu as été dans le secteur aussi de la formation, parce que tu as formé des devs sur la partie iOS, Swift, ce genre de choses. Non, c'est hyper intéressant. Mais moi, j'aimerais te poser la question de savoir quand est-ce que toi, tu as senti justement cette vague arriver, ce vent tourner, et te dire OK, et qu'aujourd'hui, tu te retrouves à l'initiative justement de regrouper cette communauté de dev with AI. Voilà, à quelle période, comment est-ce que ça t'est venu ? Le déclic un petit peu, c'est... je pense que je l'évoquais juste avant, moi c'est Cursor qui a été un petit peu le déclic. J'ai commencé à m'en servir assez tôt, ça fait quasiment 2 ans maintenant, peu après sa sortie. Donc et les débuts, j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Voilà, il y avait cette IDE dans lequel d'un seul coup il y avait un chat qui s'était un peu qui squattait un petit peu le côté droit de l'IDE. J'ai dit ok, pourquoi pas, mais qui dans ses premières versions interagissait uniquement avec le fichier courant. Donc en gros c'était intéressant, ça permettait de commencer à générer du fichier, et puis il pouvait commencer à générer un bon fichier, à faire des choses un petit peu intéressantes. Mais le moment vraiment où moi ça a fait le déclic sur l'intérêt de ces outils-là, c'est quand Cursor a sorti une évolution, un nouvel outil qu'ils ont appelé le Composer. Oui, alors c'est un peu bizarre parce qu'ils ont sorti maintenant un modèle qui s'appelle Composer aussi, donc du coup la terminologie elle est c'est un peu confusant les deux. Mais en gros ils avaient sorti, c'était début été 2024 si je dis pas de bêtises, il y a 1 an et demi de ça à peu près. Et ils avaient sorti donc cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Composer et qui d'un seul coup donnait la capacité à Cursor d'interagir non plus à l'échelle du fichier mais à l'échelle du projet. Exactement. Et là, en fait, d'un seul coup, en un prompt, il te crée tous les dossiers, tous les fichiers et tout le code qui allait avec. Et là c'est le moment vraiment où moi ça a fait tilt en me disant j'avais vu des choses qui étaient faites, de l'autocomplétion qui était quand même assez poussée, qui faisaient des trucs assez intéressants, voilà, etc. Même la génération qui faisait fichier par fichier, ça commençait déjà à pouvoir faire des choses intéressantes. Mais le moment où d'un seul coup, on peut quasiment lui laisser les clés et juste à travers une expression en langage naturel, avoir un projet entier qui est développé, c'est là que je me suis dit c'est quand même assez dingue comme outil et ce que ça permet. Alors évidemment, il y a beaucoup de réserves, on pourra en parler, mais oui, c'est le genre de aha moment, on va dire, quoi. Et j'ai une question pour toi, justement, par rapport à ça, au vibe coding. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que tu as pu avoir un retour des développeurs qui soit l'ont expérimenté ou soit ceux qui ne veulent pas se mettre dessus? Quel est leur retour principaux? Parce que moi, j'ai entendu quelques retours, je te les partagerai après, mais très rapidement, en fait... j'ai l'impression que ceux qui l'essayent ne peuvent plus revenir en arrière. Il y a un peu 3 grandes familles dans les réactions qu'on voit assez communément là-dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir les super enthousiastes, donc vraiment J'en fais partie. qu'on testé, qu'on adoré, enfin vraiment qui est un peu le coup de foudre et du coup ils sont super contents, ils vont tester pas mal
pas mal d'outils différents, faire pas mal de projets, etc. On a les sceptiques de l'autre côté, vraiment extrême opposé, qui vont avoir un petit peu, on l'évoquait en début de podcast, sur ce côté un peu levé de bouclier, qui vont mettre beaucoup de craintes sur ce que ces outils-là peuvent apporter, qui souvent, en fait, cette réaction-là, d'ailleurs, cache en fait une peur aussi, qui est une peur toute simple, qui est celle de voir son expérience d'évaluer, en fait. C'est-à-dire que quand tu as passé 5-10 ans à perfectionner tes skills en tel ou tel langage de programmation, telle ou telle bibliothèque ou framework, et que d'un seul coup, tu as une espèce d'outil qui code ces trucs-là plus vite que toi, ouais, tu peux flipper un peu de te dire, bon, tout ce temps que j'ai passé, toute cette énergie que j'ai investie, là maintenant, est-ce que ça vaut encore grand-chose aujourd'hui? Est-ce que ça vaudra encore grand-chose demain? Peut-être pas. Donc des fois, il y a même si c'est jamais verbalisé comme ça, on va dire, mais il y a une attitude, et en lisant entre les lignes, tu vois un petit peu que c'est ça quand même, un côté un peu conservateur qui coince. Et on va dire qu'entre les deux, il y a aussi, alors ça va être le gros quand même des développeurs qui est un petit peu entre les deux, où on va avoir des gens qui ont testé, qui vont trouver des bons aspects, mais qui vont quand même avoir aussi pas mal de critique. reproches, ou voilà, mettre en lumière certains des points qui vont pas avec. Donc, comme dans toute situation, faut pas aller trop dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'évidemment, ces outils-là permettent plein de choses qui sont extraordinaires, mais ont aussi évidemment des lacunes et des choses qui fonctionnent pas très bien non plus. Donc, il faut rester lucide sur la situation et savoir quand utiliser les bons outils à bon escient, tout simplement, et être conscient des faiblesses qu'ils peuvent avoir aussi. Et donc, ça serait quoi, toi, le conseil que tu donnerais à cette communauté de dev, quel qu'il soit, que ce soit les super enthousiastes ou les levées de bouclier ou alors l'entre-deux, tu leur donnerais quoi, finalement, comme conseil autour, justement, de leur métier? Ouais, alors très bonne question. Le métier se transforme, clairement, ça qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et du coup, il faut s'y préparer. Et en fait, pour s'y préparer, comme on ne sait pas aujourd'hui de quoi sera fait l'avenir et comment il va se transformer, je pense que les meilleures manières de s'y préparer, c'est de faire tout ce qui est bien dans notre métier. Et je pense que ça commence déjà par le partage, en fait, ce qui est quand même une des valeurs assez fondatrices de notre métier. C'est pas dans tous les métiers qu'on a autant de ressources à disposition gratuitement en plus. C'est toute la philosophie de l'open source. C'est quand même quelque chose qui diffuse largement dans notre métier. Pour les fans du software craftsmanship, la notion de partage est aussi évidemment omniprésente. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu perdu, je trouve. Et peut-être encore une fois, pour la même raison que celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur un marché aussi porteur qu'il a été pour nous pendant très longtemps, peut-être des fois un peu la flemme de faire l'effort de plus pour dire ok, alors j'ai testé tel ou tel techno, tel ou tel outil que je trouve super, machin, génial, etc. Mais après, il faut faire un petit effort de plus pour en faire un article, pour partager ce qu'on a vu, venir en parler dans un meet-up, dans une conférence, dans un podcast ou autre chose. Et ça, cette notion du partage, je pense qu'elle est plus importante que jamais aujourd'hui, de par l'incertitude de l'évolution de notre métier. Et donc, plus on sera nombreux à discuter, à échanger, à partager, plus on va poser de questions et surtout, plus on va avoir de réponses. Donc là, à mon sens, quel que soit le niveau d'appétence ou d'intérêt ou de goût pour l'IA chez les développeurs, le plus important, c'est d'en parler. C'est clairement à l'époque à laquelle on vit, avec cette incertitude de l'évolution du métier, le plus important, c'est clairement d'en parler. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et je me pose la question, tu vois, là, on parle beaucoup des développeurs, mais aujourd'hui, l'IA, pour moi, pour avoir donné des formations, justement, tu vois, très récemment, je donnais des formations sur Gemini à une population qui est non-tech, et ils se posent également ces mêmes questions. Ils ont également les mêmes appréhensions que les développeurs ont pu avoir sur les technos qu'on est en train d'utiliser. Toi, tu vois cette disruption autour de l'IA sur quel prochain métier, quelle grande rupture on peut avoir, quel parallèle on peut faire avec nous, notre manière d'utiliser la techno et d'autres métiers qui pourraient être impactés? Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas assez expert, malheureusement, sur des autres métiers pour vraiment avoir identifié une typologie de métier en particulier dans laquelle on va avoir alors, je pense que des similarités, on va en avoir vraiment dans plein de métiers. Ce dont je suis convaincu, par contre, c'est que c'est clairement dans notre métier, c'est chez les devs que l'impact de l'IA est le plus fort. Et le plus fort. Ah, clairement. C'est alors plusieurs raisons pour ça. Déjà, c'est une révolution tech et on est des techs, tout simplement. Donc, il n'y a rien que ça.
Et puis, on a cette curiosité, on a cette connaissance du reste de l'écosystème, parce que l'IA, finalement, ça reste malgré tout qu'une brique qui reste branchée à de la technologie et du développement traditionnel, finalement. Donc, et ce reste-là, cette connaissance, cette culture, nous, on l'a. Donc forcément, on est les plus à même à s'adapter, à s'approprier, on va dire, ces outils-là. Mais en plus, voilà, les modèles sont entraînés sur des quantités phénoménales de code. Les langages de programmation suivent une logique qui est extrêmement bien comprise par les LLM. Donc, de toute façon, c'est des outils qui sont extrêmement performants dans notre écosystème et qui, en plus, sont sur un terreau extrêmement fertile parce qu'on sait manipuler ces outils-là et qu'en plus, malgré qu'on ait évoqué le fait que pas mal de développeurs puissent être réticents, il y a aussi énormément de développeurs qui sont extrêmement enthousiastes et qui testent plein de choses et qui font vraiment avancer les performances de ces choses-là. Donc, ça bouge beaucoup chez nous. Évidemment que ça bouge et que ça va bouger dans d'autres métiers. Je pense à une temporalité différente, peut-être pas dans les mêmes effets, dans les mêmes coefficients multiplicateurs, si on peut aller jusque-là en termes de productivité. Mais si on regarde un petit peu, pour répondre à ta question initiale, les métiers qui nous entourent un peu, je pense que côté produit, typiquement, ça peut être aussi un domaine dans lequel ces outils-là changent beaucoup la donne. Et probablement aussi que ça amène une autre question qui est assez intéressante aussi, de la porosité ou pas entre les métiers, justement. Et typiquement, dans ces métiers du produit qui sont assez proches de nos métiers du développement, mais qui ont toujours cette barrière de la tech entre les deux, on va dire, peut-être que cette barrière va commencer à s'effriter un petit peu en donnant justement la possibilité à des gens qui ne sont pas devs, qui ne sont pas tech, d'avoir accès plus facilement à la maîtrise de ces outils-là, un petit peu à l'image de ce que le no-code a apporté il y a une dizaine d'années, en rendant plus facile aussi l'accès à ces technologies, à ces usages. Peut-être qu'on va commencer à avoir des frontières un petit peu plus souples entre les différents métiers, avec des gens du produit qui vont peut-être potentiellement venir, alors je ne vais pas dire déborder, parce que c'est pas comme si c'était une frontière physique fermée et qu'on voulait absolument garder notre précaré, mais qui vont venir dans des domaines et dans des espaces qui, jusqu'alors, étaient réservés aux développeurs. Et donc, du coup, la réciproque me semble aussi intéressante, et je pense que, d'un point de vue développeur, c'est aussi hyper intéressant de s'intéresser à ce qui se passe autour, aux problématiques produits, problématiques business aussi un peu. Enfin, en termes de culture, c'est vraiment hyper intéressant de comprendre aussi, quand on est développeur, pourquoi on écrit des lignes de code. Et ce qu'on oublie souvent en tant que dev, c'est que la finalité des lignes de code qu'on écrit, c'est pour faire tourner un business. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on a ce rapport avec l'argent qui est compliqué en France, qui est compliqué chez les devs aussi. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier que si on écrit des lignes de code, si on fait des choix technologiques, d'architecture, de choix d'outils, etc., la finalité, c'est pour faire tourner une entreprise. Exactement. Et donc, des fois, souvent, on se perd un petit peu dans les prises de tête technico-techniques. Je dirais même plus que répondre aux problématiques de l'entreprise, je dirais même que c'est pour répondre aux besoins clients. Ouais, tout à fait. Il y a toujours un client en face et parfois le développeur l'oublie au profit de la qualité de son code, de sa passion pour ses lignes de code. C'est exactement ça. Et c'est vrai que des fois, il faut réussir à couper le cordon un petit peu. Le code qu'on écrit, alors forcément, on y met de l'énergie, de la réflexion, du temps, etc. Mais des fois, oui, il faut savoir admettre et accepter aussi que c'est pas la finalité en soi. La finalité de ce code-là, c'est justement effectivement de répondre à un besoin client, un besoin utilisateur, etc. Donc, et moi, je vais appuyer ton propos parce que tu dis que ça a commencé pour les équipes produits et moi, je l'ai vu vraiment en cas réel où les équipes produits s'approprient justement le vibe coding pour déjà dans un premier temps faire du prototyping. Très bien, et on se pose la question de savoir est-ce que finalement la méthode agile telle qu'on l'utilise aujourd'hui avec des user stories reste pertinente quand on est en capacité en quelques minutes finalement d'avoir des mock-ups prêts à être présentés à des développeurs pour qu'ils puissent continuer à le dynamiser derrière. Bien sûr, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça effectivement que cette frontière entre ces deux métiers va très probablement se transformer. Sous quelle forme précisément, c'est difficile encore à dire aujourd'hui, mais ça va créer des nouvelles manières de communiquer entre ces deux corps de métier, ce qui est, moi je trouve que c'est une très bonne chose en soi. Et est-ce que les entreprises, justement, on parlait des entreprises à l'instant, est-ce que les entreprises françaises là, l'ont compris ça ? Est-ce que tu vois des initiatives qui sont prises par
Alors, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué en fait. C'est-à-dire que ça fait 3 ans maintenant que ChatGPT est sorti et que ça a du coup lancé un petit peu cette très grosse hype de l'IA générative. Et donc, avec cette hype, toutes les folies qui vont avec en termes de levée de fonds d'investissement, mais aussi et surtout toute cette folie en termes de communication, de marketing et de tout ce qui va avec. Donc en fait, ça fait 3 ans qu'on nous bassine les oreilles de toutes les nouveautés en permanence, en permanence, en permanence, avec des courses aux chiffres et à la performance tout le temps. Sauf qu'on arrive à un moment où on commence à être en attente de retour concret de tous ces éléments-là. Et finalement, ce qui se passe comme très souvent dans les nouvelles technos et dans l'euphorie qui peut arriver quand il y a quelque chose de neuf qui débarque avec les promesses qui vont avec, mais que les promesses, une fois qu'on essaie de les mettre en pratique, on réalise qu'elles ne sont pas forcément à la hauteur de ce qui était Vous avez promis. vendu un peu de rêve. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'on en est un petit peu à ce moment-là. Et c'est. Alors, j'ai assisté à un meet-up la semaine dernière où Alan présentait, donc Alan les assurances présentait un cas d'usage qu'ils ont mis en place chez eux, où ils remplacent aujourd'hui 40% des tickets entrants qu'ils ont au support sont gérés par de l'IA. D'accord. Donc c'est très C'est du bien. routing Ouais, c'est ça, c'est du routing et derrière, en plus, ça répond à des problématiques qui sont assez complexes parce que Alan, c'est une assurance, donc ça veut dire que c'est des questions sur de la santé, c'est des questions sûr. sur de l'argent, donc c'est des sujets qui sont quand même assez sensibles, donc faut pas faire n'importe quoi avec ça. Et il faut savoir qu'Alan, c'est une boîte qui est hyper tech, Bien sûr. qui a une ADN extrêmement tech depuis toujours, Mhm. et qu'on des gens vraiment très costauds qui bossent là-bas. Mais c'est encore un des rares retours un peu concrets que j'ai en tête, là, moi, récemment, de toutes nos scale-up françaises. On a Ouais. encore assez peu de communication. Alors, je parle même pas des autres typologies de boîtes. Je parle des scale-up en particulier parce que généralement, dans la culture startup, cette notion du partage, elle est quand Mhm. même assez développée. Et donc, généralement, quand les boîtes arrivent à mettre en place des choses assez intéressantes techniquement parlant, elles sont souvent assez contentes de le partager, d'en parler, etc. Et Mhm. aujourd'hui, fin 2025, les cas d'usage dont on entend parler vraiment, où on a des vrais retours de mise en prod à l'échelle sur des gros sujets avec des gros volumes, bah, il n'y en a pas tant que ça en fait. D'accord. Donc, Ok. donc c'est vrai que c'est. Alors, ça ne veut pas dire pour le coup que la technologie n'est pas intéressante Mhm. ou qu'elle ne peut pas délivrer, mais c'est vrai que ça met en lumière justement ce décalage qu'il y Mhm. a entre, d'un côté, les discours, les effets d'annonce, le marketing, et de l'autre côté, la mise en pratique, en production, vraiment dans des cas concrets, et qu'il y a forcément un delta entre les deux. Donc, pour moi, ça ne remet pas du tout en question les qualités de ces technologies et leurs capacités, mais ça met vraiment en lumière le temps Mhm. qui est nécessaire pour que tout ça se mette en place. Donc ouais, enfin, je serais curieux, j'espère qu'on va avoir de plus en plus à l'avenir, j'en suis persuadé de toute Oui. façon, hein, mais qu'on va avoir de plus en plus de cas retours concrets, terrain, des entreprises sur ce qu'elles ont vraiment fait, vraiment mis en place, à quelle échelle, sur quel volume, avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Mais aujourd'hui, voilà, c'est encore assez timide. On a D'accord. encore finalement peu de retours très concrets sur des gros volumes, on va dire. Sur des gros volumes, Mm. effectivement. Moi, j'ai quelques retours, j'ai Mm. quelques exemples qui me viennent en tête. On avait vu quelques démos, je dirais plutôt. Alors, je ne sais pas s'ils en étaient au niveau du POC, plutôt du MVP. Mm. Accor Hotel avec leur design system. Il y avait Mm. une vidéo qui a tourné un peu virale sur les réseaux, LinkedIn, etc., sur lequel on a vu leur design system évoluer autour du vibe coding. Mm. J'ai vu d'autres cas d'usage, effectivement, sur de la recherche documentaire. Mm. Je sais que Mistral travaille beaucoup sur Bien des sûr. cas d'usage avec des entreprises et parfois des institutionnels aussi. Mm. Euh, Après, je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas aussi cette appréhension de non-contrôle de notre data? Mm. Parce que moi, j'entends souvent ce retour-là de attention à ne pas faire fuiter nos données. Mm. Et on l'a vu très récemment, des attaques sur du cloud en rétro-engineering, c'est des choses qui sont actuelles et qui sont des Mm. sujets d'actualité, quoi. Ah bien sûr, bah de toute façon, la question de la sécurité fait partie je dirais, le top 3 des questions qui se posent sur l'IA dans le dev en particulier, hein, sur ce que ça impose là-dessus. Euh, mais bon,
on passe généralement par des phases comme ça où malheureusement la sécurité est toujours mise un peu de côté au début parce que tu essaies déjà de voir comment ça marche avant de vouloir consolider les fondations. Bon, ça, je sais que ça va faire râler beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est souvent le principe. Le constat Donc, qu'on fait. ouais. Super, super. Greg, merci. Je me pose la question, est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée, sur laquelle tu aurais souhaité revenir? C'est une très bonne question. Non, on a évoqué pas mal de sujets. Je pense que c'est peut-être en conclusion, juste parler un petit peu de l'évolution peut-être des ressentis des développeurs par rapport un petit peu à cette situation, cette transformation. Et c'est vrai qu'on a, donc, comme je l'évoquais, il y a ce côté un petit peu levé de bouclier qui est encore assez présente, hein. On sent qu'encore aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est douloureux dans pas mal d'entreprises, chez pas mal de développeurs. Je pense qu'avec le temps, ça va s'estomper, c'est-à-dire que de plus en plus de devs vont finir par s'y mettre, par essayer un petit peu, à droite, à gauche, puis finalement par se dire, bon, c'est pas si mal que ça peut aider, etc. En parallèle de ça, les modèles vont gagner aussi en performance. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a aussi notre compréhension de ces outils-là, parce que leur particularité, c'est que l'IA, c'est une boîte noire. Donc, on balance des trucs dedans, et puis on voit ce qui ressort. Et en fait, c'est plus on va balancer des trucs dedans, plus on va se rendre compte qu'en les balançant de telle ou telle manière, ça marche mieux ou moins bien, et qu'on va affiner un petit peu tout ça. Mais dans tous les cas, l'important, c'est quand même de tester. C'est clairement d'essayer en tout premier lieu. Et en second lieu, c'est de partager. Je pense que ça reste là où on a un gros enjeu dans l'écosystème et la communauté des développeurs. On est en train de traverser la plus grosse transformation que notre métier a jamais traversée, et il faut qu'on se serre les coudes, en fait, tout simplement. Yes. Et toi, qu'est-ce que tu as en place comme justement projet autour de l'IA? On n'en a pas parlé de ça, mais je voudrais revenir là-dessus. À la fois donc cas d'application concrète, mais aussi dans l'événementiel. Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors moi sur mes outils à moi, alors j'ai la chance d'être dans la situation la plus confortable pour travailler avec l'IA et développer avec l'IA pour plusieurs raisons. C'est que moi les outils que je développe, c'est des outils pour mes entreprises, c'est des outils internes. Ou des side projects perso, mais dans tous les cas, ça veut dire que c'est des outils qui, premièrement, sont pas user-facing. Donc, j'ai pas de problématique de design ou de choses comme ça, parce que, grosso modo, il y a que moi qui les vois. Donc, en termes d'UX, ça veut aussi dire que je peux faire le truc exactement aux petits oignons sur ce qui me convient à moi et que j'ai pas à faire des études pour savoir qui préfère le bouton à gauche puis qui préfère le bouton à droite. Ça, je m'en fous complètement. Très bien. Ça reste des outils internes, donc côté sécurité, j'ai pas de soucis, ça reste vraiment en interne, ça sort pas, et c'est pas non plus des données extrêmement sensibles que je manipule, donc il n'y a pas de risque là-dessus. J'étais développeur pendant 15 ans, donc je connais, donc je vois ce qui se passe, je comprends, et depuis que je suis passé du côté entrepreneur, j'ai réussi à couper le cordon avec le code que j'écris. Donc, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai plus du tout cet affect avec le code, donc s'il est mal écrit, s'il est mal architecturé, aujourd'hui, je m'en fous. La finalité. Peut-être pas mal écrit, mais. Il faut qu'il compile quand même. Hein. Exactement. Mais s'il arrive là où je veux qu'il arrive, moi, ça me va. S'il m'a écrit ça de manière un peu. Alors, effectivement, quand je vais jeter un petit coup d'œil, souvent, mais j'ai plus. Enfin, ça ne me dérange pas. La finalité, c'est la fonctionnalité dont j'ai besoin. Okay. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, en travaillant sur des petits projets et sans toutes les contraintes. Ah oui, j'ai pas la contrainte du travail d'équipe aussi. D'accord. Donc, les commits, les pull requests, machin, quand tu dois passer derrière les autres, je suppose que ça doit pas être très, très rigolo. Et donc, du coup, finalement, moi, c'est vrai que dans mon cas, c'est extrêmement confortable de travailler avec ces outils-là. Mais je peux pas généraliser non plus parce que je me doute évidemment que quand tu passes à l'échelle, quand tu travailles en équipe, quand tu as des problématiques de sécurité, etc., il y a forcément d'autres sujets qui se mettent en travers de ta route. Mais à mon échelle, à mon usage, c'est très confortable et je pense que du coup, ça va aussi beaucoup aider tous les créateurs individuels, en fait. Ouais. Ça va être beaucoup plus facile de créer soi-même un petit outil par-ci, un petit outil par-là. Exactement. Et je me faisais une réflexion ce matin. Je trouve qu'il y a un parallèle que je trouve assez marrant. C'est si on compare avec le monde de la vidéo. Si on prend la vidéo telle qu'on la regardait quand on était petit, on regardait la télé. Oui. Donc on avait 6 chaînes de télé. Si tu voulais regarder une vidéo, tu avais le choix entre ce qu'il y avait sur une des 6 chaînes de télé. Et puis en plus, en fonction de l'heure à laquelle tu l'allumes, c'était pas la demande non plus. Exactement. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu as des centaines de millions de créateurs.
Exactement. Donc du coup, Exactement. si il y a 20 ans, tu étais passionné de cuisine par exemple et que tu voulais regarder une émission de cuisine, bah, tu n'en avais peut-être qu'une sur une des 6 chaînes et en fait, il fallait que tu trouves la bonne heure, etc. Et puis c'était la seule star. émission de cuisine. Bien Donc sûr. peut-être qu'elle allait parler d'une recette ou d'un truc dont tu te fous complètement. Maintenant, aujourd'hui, si ta passion dans la cuisine, c'est de faire que des burgers, tu dois avoir des centaines de chaînes YouTube qui sont dédiées aux burgers. Donc... et là, cette même capacité sur la création d'outils, de services numériques, de logiciels, etc., où chacun devient, en étant tout seul, finalement, capable d'être très autonome, ça donne beaucoup plus de capacité à avoir des outils qui vont être aussi précis et spécifiques à l'avenir qu'on a des chaînes YouTube aujourd'hui qui sont extrêmement spécifiques par rapport à la télé qu'on avait avant. J'adore cette vision parce que là, tu viens de nous donner un Nostradamus sur le dev on demand, quoi. c'est énorme, vraiment. Non, c'est top. Et tu prépares aussi d'autres projets à côté en événementiel, ce genre de choses? Oui, tout à fait. Alors, c'est un des sujets qui m'occupe le plus actuellement, c'est la communauté Dev with AI, en fait. Okay. C'est clairement ça. Donc, aujourd'hui, c'est une communauté qui est centralisée autour d'un Slack, donc on l'évoquait tout à l'heure, sur lequel on a un peu plus de 1000 développeurs et on discute justement un peu des différentes choses qui se passent dans l'écosystème, des nouveaux outils, ce qui marche pas, on se pose des questions, on échange, on partage. Et donc la deuxième étape qui a commencé pour continuer dans cette voie-là, c'est les meet-up. Parce que le côté Slack, moi je le trouve hyper intéressant parce qu'il a ce côté asynchrone et distanciel, donc on peut y aller, n'importe qui peut y aller, n'importe quand, Bien etc. sûr. C'est très simple. Mais après, encore une fois, pour rester dans cette philosophie du partage, pour moi ce qui est important, c'est de se voir en vrai. Le présentiel, les gens que tu vas rencontrer en vrai et les connexions que tu vas créer avec ces gens-là, elles sont 1000 fois plus puissantes en personne qu'à travers un écran. Et donc pour ça, le format Meetup, c'est le relais idéal pour continuer la vie de cette communauté qui est Dev with AI. Donc le Meetup a commencé à Paris avant l'été, l'édition démarre à Bordeaux mardi, là. C'est ce que j'ai vu. Ouais, et à Lyon un peu plus tard, début 2026 normalement. Et donc l'idée, ça va être de développer justement ce côté Meetup pour avoir des moments présentiels où les gens peuvent se retrouver, discuter aussi de tout ça. Et surtout, c'était dans l'optique de ne pas faire une communauté qui soit uniquement à Paris. Parce que c'est souvent un des soucis des communautés tech, elles sont souvent très géolocalisées, sont souvent très rattachées à leur ville et très souvent à Paris. Et donc c'était un peu pour ça l'idée aussi de lancer des éditions qui soient à Paris, à Bordeaux, à Lyon, et puis j'espère par la suite à Lille, à Rennes, probablement dans d'autres villes aussi, quoi. Trop bien. Et peut-être que tu as vu aussi d'autres initiatives émerger autour de l'IA comme ça, toi En termes de communauté, tu veux dire ? Exactement. Oui, tout à fait. Ouais, y a pas mal de communautés qui se sont montées. Ce qui se passe assez souvent sur les communautés qui se montent, c'est qu'elles sont rarement focalisées sur les développeurs. D'accord. Elles ont souvent une approche qui est un peu plus large, qui est souvent tech-produit. Compris. Et donc c'est un positionnement qui est hyper intéressant aussi. Hein. Il y a des meet-ups sur ces sujets-là dans la plupart des villes en France d'ailleurs, des communautés aussi qui se montent. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant pour le côté culture, pour aller voir ce qui s'y passe. Enfin, je parle en tant que développeur sur ces communautés-là, donc je trouve que c'est hyper intéressant d'y aller pour justement avoir ce prisme produit qui peut manquer chez les devs. Et là, du coup, c'est vraiment bien. Mais ça va pas être aussi technique, ça va pas avoir une approche aussi développeur, code et tout ce qui va avec que ce qu'on peut faire chez Dev with AI. Donc c'était pour ça aussi que je voulais que cette communauté soit vraiment adressée aux développeurs principalement pour pouvoir discuter, échanger sur ce qu'il y a sous le capot, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces meet-up AI justement ? Ouais. Alors, nous, c'est des sujets de dev, donc ça va être vraiment alors, ça, c'est assez large dans l'absolu. Celui de mardi, on va parler de code jetable, donc voilà, un sujet qui est toujours un peu qui peut piquer un peu chez certains développeurs. On va parler de la qualité du code qui est généré. Le troisième sujet, je trouve qu'il est hyper intéressant. On va parler de l'approche en spec, c'est-à-dire aussi comment tu réfléchis sur quand tu développes via l'IA. Plutôt que d'aller prompter un peu bêtement, on va dire, ce qui te passe par la tête ou un espèce de gros pavé avec tes quelques idées, essayer d'avoir un espèce de format intermédiaire qui soit un format de spécification un peu plus clair, un peu plus ordonné, sur lequel il y a une première phase de réflexion, potentiellement aidée par IA d'ailleurs, qui permet d'abord de définir cette spec. Et après, la partie développement se fait à partir de la spec et pas à partir d'une succession de prompts potentiellement un peu maladroits.
Donc c'est une approche que je trouve assez intéressante, OpenAI bosse bosse sur le sujet. Enfin, il y a pas mal de différentes pistes qui sont posées là-dessus. Et on a un Français qu'on a reçu précédemment sur le podcast qui s'appelle Ralph, qui lui a créé un repo qui s'appelle Taskmaster. Ouais. Et qui, justement, prend un PRD en entrée et en capacité, justement, grâce à de l'IA, de consolider toute ta spécification pour ensuite aller prompter. Ouais. Et c'est apparemment eux qui ont pas mal inspiré ce qu'on voit dans le plan de mode de Cursor, dans le plan de mode de Claude Code, etc. Ah, trop bien. Mais oui, carrément. C'est clairement un sujet sur lequel vous êtes connex. Oui, tout à fait. Ça fait partie, justement, de toutes ces évolutions qu'on est en train de découvrir. C'est pour ça qu'elle est fascinante aussi, cette révolution technologique, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein d'usages qu'on ne sait pas, on ne sait pas encore comment on développera demain, mais c'est justement avec des initiatives et des rencontres comme ça, où entre développeurs, on se réunit, on discute, on échange, qu'on va voir un peu comment ces choses-là marchent, que de plus en plus de monde vont tester, et puis qu'on va trouver avec le temps les meilleures solutions à nos problèmes. Carrément. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir eu sur merci ce podcast. Merci beaucoup, Oli. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et écoute, je te dis à très bientôt, j'espère. À la prochaine, merci. Merci.